La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous rencontrons une personnalité dont le témoignage vient nous éclairer sur l'apport des sciences comportementales pour agir et concevoir des dispositifs de prévention et de promotion santé. Ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Fujard de l'association Nightline. Lucas Fujard, bonjour. Bonjour. Lucas, vous êtes psychologue clinicien, étudiant en médecine. Ouais. Vous avez été bénévole écoutant au sein de l'association Nightline, qui est un service d'écoute pour les étudiants, ouvert de 21h à 2h30 du matin. Et puis, vous avez pris la présidence de l'antenne lyonnaise de l'association avant de prendre la présidence France en juillet 2024. Oui, tout à fait. Alors, Lucas, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots au sujet de l'association Nightline, peut-être nous expliquer comment elle est née et quelles sont ses missions? Nightline, c'est quoi? C'est une association qui a été créée en 2016 en France et qui a été importée de la culture anglo-saxonne, parce qu'en fait, ça existe dans les années 1970 à Essex, au Royaume-Uni. Et en fait, c'est un révérend, un aumônier et un professeur de psychologie qui se sont rendus compte à Essex que les étudiants allaient mal et qui venaient pas forcément les voir. Et donc, eux, ils étaient bénévoles à Samaritaine. C'est une association avec une ligne d'écoute au Royaume-Uni. Ils se sont dit, OK, il y a quelque chose à faire. Pourquoi est-ce que nous, les étudiants, viennent nous voir beaucoup trop tard? Et donc, il y a 3 étudiants en psychologie qui étaient intéressés par le concept de Samaritains. Ils se sont dit, mais en fait, c'est plus facile de parler à un père. Et donc, c'est là où est né le concept de Nightline, en fait, une ligne d'écoute ouverte nocturne pour les étudiants, donc de Essex. C'est ainsi, après, que ça s'est propagé un peu partout au Royaume-Uni, à Essex, à Dublin, pour pouvoir vraiment aider leurs pairs. Et donc, ça a été créé en 1970 et ça a été importé en 2016 avec notre fondateur Patrick Skehan, qui était étudiant à Dublin et qui arrivait en France. Et en fait, il y avait une de ses amies qui allait pas très bien. Et il lui a dit, appelle Nightline. Et là, elle lui a dit, mais c'est quoi Nightline? Qu'est-ce que c'est? Et c'est là où il s'est dit, OK, il y a un besoin, ça n'existe pas en France et il faut l'importer. Et donc, ça a été mis en place en 2016 à Paris dans un premier temps. Et là, depuis 2020, un peu partout en France. Et aujourd'hui, on est présent dans 9 villes, régions administratives un peu partout en France et aussi dans les Outre-mer. D'accord. Et du coup, Nightline, à peu près, c'est combien de salariés? C'est combien de bénévoles, pour avoir une idée? Aujourd'hui, c'est plus de 450 bénévoles, 50 salariés et 40 volontaires aussi en service civique qui sont répartis un peu partout dans le territoire, à Lyon, à Lille, à Paris et également aussi dans les Outre-mer. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les missions de Nightline? Parce que je crois qu'il y en a 3 grandes: soutenir, orienter et sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ouais. La mission de Nightline, c'est d'améliorer la santé mentale des jeunes et notamment des étudiants et étudiantes à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'on va informer, écouter, former les étudiants et étudiantes à l'échelle collective aussi. C'est-à-dire qu'on va créer des environnements de solidarité, de soutien par les pairs et vraiment faire reconnaître ce soutien par les pairs comme important. Et après, à l'échelle systémique, c'est-à-dire qu'on va vraiment agir sur le système étudiant, sur son écosystème, en faisant des recommandations politiques, publiques, du plaidoyer, donc vraiment à cette échelle systémique-là. Et donc tout ça dans l'objectif d'améliorer la santé mentale des jeunes, et notamment des étudiants et étudiantes. Et à partir de ça, on a différents dispositifs qui existent, notamment la ligne d'écoute, qui est vraiment le cœur historique de Nightline et le projet phare. D'accord. Et alors, vous expliquiez que vous étiez présent dans 9 régions administratives ou 9, je ne sais pas comment dire, antennes, on va dire, sur l'ensemble du territoire français. C'est principalement des universités, mais pas que. Je crois que maintenant, il y a aussi des classes préparatoires et des BTS. On est implanté effectivement directement dans les universités, avec les universités, mais aussi avec les lycées où il y a des classes préparatoires, des BTS. Donc la ligne d'écoute, notre projet phare, elle s'adresse à tous ces étudiants-là sur ce territoire, où on va venir les rencontrer, parler de santé mentale, les informer, les former aussi. Donc on est vraiment là pour ces étudiants et étudiantes directement sur les territoires au niveau de la ligne d'écoute. D'accord. Et alors, quand vous voulez comme ça vous implanter sur un territoire donné, comment vous travaillez en amont avec les services peut-être de médecine scolaire, d'infirmière scolaire? Enfin, je ne sais pas, comment ça se passe?
concrètement? C'est une bonne question parce qu'effectivement, entre un étudiant à Rouen, il n'aura pas du tout la même réalité qu'un étudiant à Toulouse ou même à Lyon, par exemple. Donc, on va vraiment déjà aller les voir, discuter avec eux de Nightline. Qu'est-ce que c'est Nightline, son historique et aussi, nous, on ne vient pas se substituer aux soins, on agit vraiment en complémentarité et dans une approche aussi graduée de la prévention, de la promotion et notamment en santé mentale. Et donc, comprendre aussi quels sont les besoins, quels sont les enjeux. On sait que la question, par exemple, de la prévention du suicide, elle va être d'autant plus importante en Normandie que dans d'autres villes à ce niveau-là et que la question de la précarité, enfin, il y a toutes ces questions-là qu'on va venir travailler, qu'on va comprendre le besoin pour pouvoir au mieux s'adapter et s'implanter aussi par la suite. Donc, ça va vraiment être un travail de partenariat, de collaboration avec les universités et notamment les services de santé étudiants. D'accord. Et alors là, dans les prochaines implantations, il y a des territoires que vous allez ouvrir bientôt? Ouais, là, on va ouvrir à partir de janvier 2026 à Marseille. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est la première fois qu'on va être dans le sud. Donc là, on est en train de former nos bénévoles, recruter, former des bénévoles Mhm. pour pouvoir ouvrir la ligne d'écoute à Marseille. Enfin, c'est au niveau de l'académie ex-Marseille. D'accord. Et alors, si on rentre un peu peut-être dans le détail des actions, vous nous parliez donc du coup des actions de soutenir, mais aussi des actions de sensibilisation, d'orientation. Très concrètement, c'est quoi les dispositifs? Ça touche combien de personnes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À Nightline, du coup, on a différents dispositifs, différents programmes. Et c'est ça que ce que je disais, le programme phare, c'est vraiment la ligne d'écoute Mhm. qui reçoit plus de 20 000 appels chaque année. Et donc, la ligne d'écoute, c'est quoi? Elle est ouverte de 21h jusqu'à 2h du matin en français et en anglais parce qu'on a eu cette D'accord. sensibilité anglophone, comme le fondateur était anglophone et que c'est un concept aussi importé de la culture anglo-saxonne, par téléphone et par chat parce qu'on sait que prendre le téléphone, appeler, ça peut être difficile. Donc, l'objectif, c'est vraiment de lever toutes les barrières en santé mentale parce qu'on sait que le premier pas, c'est le plus compliqué. Et donc, c'est plus de 20 000 appels par an. Mhm. Et donc, sur la ligne d'écoute, il y a 4 principes qui sont la non-directivité. C'est-à-dire que quand on appelle, nous, on ne va pas vraiment donner de conseils. On ne va pas dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que ce qui peut fonctionner pour soi peut ne pas fonctionner pour autrui. Et surtout aussi, si tu as un sujet que tu n'as pas envie d'aborder, nous, on ne va pas aller forcer en disant si, tu me parles de ton chat, mais parle-moi de ton chien. Moi, j'ai envie d'en Mhm. savoir plus sur ton chien. Donc, ça va être ça. Et après, il y a le non-jugement. C'est plus qu'important en santé mentale et aussi pour pouvoir se livrer, d'avoir un espace bienveillant, non jugeant, anonyme et Mhm. confidentiel. Et donc, tout ça dans l'objectif d'écouter, ouvrir la parole et libérer la parole à ce niveau-là. Et donc, derrière, c'est des étudiants, étudiantes qui sont formés à l'écoute active et à ces 4 principes qui vont répondre à d'autres étudiants. D'accord. Et alors, vous menez aussi, une fois que vous avez écouté, pardon, il y a aussi tout un travail d'orientation. Je Ouais. crois que vous avez un annuaire, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Donc, en fait, pendant la crise sanitaire, c'était un peu difficile de s'y retrouver de partout, qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'on peut aller. Donc, on avait créé notre première campagne de communication autour de l'annuaire, donc c'est soutien-étudiant.info. D'accord. Et donc dessus, en fait, on peut rentrer nos informations, où est-ce que je suis, dans quelle académie, quelle université. Et ça permet de retrouver tous les soutiens psy gratuits et autour de nous. Et donc nous, sur la ligne d'écoute, les personnes nous appellent et on peut faire après ce tremplin-là, Mhm. les orienter vers des structures, les services de santé étudiants, les CMP, les centres médico-psychologiques, ou alors d'autres associations, d'autres ressources qui existent pour pouvoir au mieux les aider et les accompagner aussi dans ce premier pas. Et Lucas, vous menez aussi beaucoup d'opérations de sensibilisation avec plusieurs types de dispositifs. Ouais. Je crois qu'il y a des contenus en ligne, mais il y a aussi d'autres choses. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que fait Nightline? Ouais, c'est vraiment multicanal à la fois, comme vous dites, en ligne avec, par exemple, je pense au Kit de vie, qui est un outil digital numérique qui est utilisé sur lequel on invite la personne qui se connecte à dire comment elle se sent et en fonction, on lui donne différentes ressources issues des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, de la psychologie positive ou autre, vraiment pour à la fois prendre soin de sa santé mentale et aussi prendre soin de la santé mentale d'autrui. Mhm. Et par exemple aussi, je pense au dispositif Sentinelle qui existe, qui est un programme de prévention en suicide, où l'objectif, c'est qu'on va former des sentinelles qui sont repérés un peu dans leur communauté. Donc, on pense par exemple aux étudiants qui sont en BDE, donc Bureau des étudiants, je crois que Ouais. ça s'appelle, par exemple BDE de psychologie, ou alors qui sont investis au niveau de l'université. Donc, on va former ces personnes-là à repérer dans leur communauté les étudiants qui sont en souffrance. Mhm. Et donc, à partir de là, une fois qu'ils les ont repérés, on va les former à aller vers ces personnes et à les orienter pour pouvoir leur poser la question de comment ça va vraiment
Est-ce que tu es en souffrance aussi au point d'avoir des idées suicidaires pour par la suite les orienter vers des professionnels. Et aujourd'hui, en France, c'est plus de 500 bénévoles sentinelles qui sont formés et qui font ce travail tous les mois d'orienter des étudiants et étudiantes vers des structures. D'accord. Et c'est aussi Nightline qui est à l'origine de la création de la fresque en santé mentale, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. La fresque de la santé mentale, c'est un atelier d'intelligence collective qui a été créé par Nightline en partenariat aussi avec le Psycom. D'accord. Et donc, c'est un atelier qui dure 3 heures et qui vise vraiment à sensibiliser, ouvrir la parole sur la santé mentale et donner des ressources. Ça se déroule en plusieurs parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est la santé mentale? Parce qu'on entend beaucoup parler et on peut se poser la question, au final, c'est quoi la santé mentale? Une deuxième partie sur quels sont ses déterminants. Parce que la santé mentale, en fait, il y a plein de facteurs. On dit souvent que c'est multifactoriel, mais derrière multifactoriel, c'est difficile de savoir ce que ça veut dire. Mais il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs politiques, économiques. Ouais. Et enfin, après, la dernière partie, c'est comment prendre soin de sa santé mentale. Quelles sont les stratégies pour prendre soin de sa santé mentale et celle d'autrui aussi. D'accord. Et donc ça, c'est aussi des ateliers qui se font en milieu universitaire, etc., ou ça se fait dans d'autres cadres? Oui, ça se fait en milieu universitaire, dans les Crous, dans les universités, mais aussi dans les résidences, dans les résidences Crous, Ok. mais aussi auprès des BDE, des associations, vraiment de partout. On a pour objectif d'être présent où chaque jeune est, où chaque étudiant est. Et comme aussi on a cette mission d'améliorer la santé mentale des jeunes, on va être par exemple aussi présent pour les missions locales, à des points où on sait que ça peut être difficile pour les jeunes, des points de transition, de rupture, comme on dit. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que Nightline, du coup, fait appel à des bénévoles, Ouais. mais c'est un peu plus que ça, c'est mixte en fait, ça associe et des professionnels de santé et des bénévoles, avec les volontaires en service civique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement, justement, peut-être qui fait quoi, et puis après, pourquoi c'est important finalement que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes? Ouais. C'est une bonne question aussi. Nous Nightline, on s'était souvent posé la question de est-ce qu'on est une association de santé, est-ce qu'on est une association d'éducation populaire? En fait, la réponse c'est on est une association de santé communautaire. Qu'est-ce que c'est la santé communautaire ou la démarche de santé communautaire? C'est une population, donc ici les jeunes, les étudiants qui s'emparent d'un sujet, donc la santé mentale, et accompagnés par des professionnels, on va essayer de travailler dessus pour pouvoir améliorer au mieux la santé mentale. Donc on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là où chaque projet, il est à la fois construit avec des jeunes, des étudiants et étudiantes, des experts, que ce soit de la communication, l'essaimage territorial, du plaidoyer. Et donc, ça part à la fois du terrain et d'une expérience concrète vécue par les jeunes. Et donc, on va au fur et à mesure construire ça ensemble. Donc, à ce niveau-là, par exemple, très concrètement, sur la ligne d'écoute, elle est tenue par des étudiants et étudiantes, des jeunes, mais on a des psychologues en interne qui vont accompagner ces bénévoles au niveau de la formation, au niveau des groupes d'analyse de la pratique aussi. Et du coup, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment les bénévoles, déjà comment ils sont recrutés? Ouais. Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des opérations de recrutement? Et puis après, effectivement, comment est-ce qu'ils sont formés, mais peut-être plus que formés, accompagnés aussi, supervisés justement par les professionnels? Parce que je suppose que ça peut être extrêmement lourd de recevoir la détresse finalement d'un père. Oui, tout à fait. Effectivement, déjà, nous, on a entre les bénévoles qui candidatent, donc c'est directement sur nightline.fr et c'est simplement de la motivation. Je suis disponible, je suis prêt, je veux me sentir utile, parce que c'est souvent ça la première motivation pour les bénévoles, c'est je veux me sentir utile pour mes pairs. Je candidate, j'ai un formulaire à remplir et puis après, il y a un entretien de recrutement qui dure 1 heure sur lequel on présente l'association, les missions ou autres à ce niveau-là. Et par la suite, il y a une formation de 32 heures à l'écoute active, à nos différents principes, à certains appels à thématiques difficiles. Par exemple, on pense au VSS, on pense aussi à la prévention du suicide. Et donc, c'est au bout de ces 32 heures que c'est encore une fois très, très académique, mais il y a une sorte d'évaluation sur laquelle on va évaluer les compétences du bénévole, son savoir-être, sa capacité à pouvoir prendre des appels et à ne pas être en difficulté, c'est parce que ça va surtout être ça l'objectif. Et à l'issue de cette formation, c'est pas terminé. Il y a de la formation continue, il y a un accompagnement et on va vraiment accompagner les bénévoles sur ces 3-4 premiers mois de prise d'appel. Et donc une fois qu'on a validé ces 32 heures, qu'on est bénévole, on prend nos permanences toujours dans un local avec des bénévoles expérimentés. Oui, c'est pas tout seul chez soi, etc. quoi. Ouais. Et après, par la suite, nous, on aime bien dire, c'est un peu comme le pas de bras, pas de chocolat. C'est du coup, si on fait pas de groupe de la pratique,
où c'est une réunion où il y a supervisé par un ou une psychologue avec d'autres bénévoles. C'est un espace où on peut vider son sac, on peut faire de l'échange de pratiques, de l'analyse de la pratique. Mhm. Donc ça, c'est nécessaire pour pouvoir prendre des permanences. Ce qu'on appelle permanence, c'est c'est les moments où on prend les appels, les chats de 21h jusqu'à 2h du matin. D'accord. Donc, Et c'est important de partager, effectivement, avec d'autres, les difficultés qu'on a eues, les limites qu'on a pu ressentir quand on prenait un appel, c'est ça? ouais, c'est plus qu'important, effectivement. À la fois, on le fait quand on est, nous, on appelle ça le local, quand on est au local en permanence, où on débriefe à chaud. Mhm. Voilà, j'ai eu tel appel, il s'est passé ci dans cet appel, comment est-ce que je me suis senti, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et d'avoir du coup aussi ce débrief à froid, en groupe de la pratique, avec un psychologue qui va apporter un éclairage psy, qui va essayer de nous questionner, nous challenger aussi un petit peu sur comment est-ce que tu aurais pu faire autrement. Et l'avantage, c'est que comme il y a une dizaine d'autres bénévoles, c'est aussi, moi, peut-être que j'aurais fait comme ci, ou alors, en fait, ce que tu as fait, c'était vraiment très, très bien. Et ça permet à la fois de se rassurer et aussi de monter en compétence, parce qu'on sait qu'après la formation initiale, ça suffit pas, et c'est avec de l'expérience, avec cet accompagnement-là, qu'on va pouvoir aussi évoluer et, au fur et à mesure, au mieux répondre aux appels. Et alors, du coup, ces jeunes qui sont bénévoles, ils restent combien de temps à peu près dans l'association en moyenne? Enfin, je sais pas s'il y a des statistiques d'ailleurs. Mais... La moyenne, on sait que l'engagement étudiant est quand même assez volatile, Ouais. c'est assez difficile. On peut partir à l'Erasmus à l'étranger, on peut changer de Mmh. ville et on peut tomber dans une ville où il n'y a pas encore de Nightline, donc ce qui fait qu'on peut partir. Mais l'engagement à Nightline est aux alentours de 15 à 18 mois. Ce qui est Donc pas mal c'est quand quand même. même pas mal à ce niveau. C'est quand même un signe que à la fois ils s'y plaisent, elles ont le sentiment d'être utiles, d'avoir un impact et aussi d'appartenir à un collectif qui est du coup Nightline France. D'accord. Et alors, maintenant, si on fait un focus peut-être plus sur les bénéficiaires, donc Ouais. ceux qui appellent, soit qui appellent la ligne d'écoute, soit qui utilisent les ressources de Nightline, c'est qui finalement, qui sont ces jeunes qui demandent de l'aide? Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage ou est-ce que c'est extrêmement varié? Est-ce que c'est différent selon les régions? Je ne sais pas. On a souvent tendance à dire à Nightline qu'il n'y a pas de profil type, tout le monde peut nous appeler, tout comme il n'y a pas de petits problèmes. Et ça, c'est important, je pense, de pouvoir le dire. Après, on sait qu'il y a quand même un gros travail à faire en prévention, en sensibilisation, et ça se retrouve du coup dans nos appels où c'est quand même une majorité de femmes qui nous contactent par chat ou par téléphone. Signe qu'il y a quand même un tabou, en tout cas un stigma chez les hommes, ou que c'est plus difficile peut-être de passer, de faire ce premier pas, d'appeler. Donc on retrouve effectivement beaucoup de femmes et aussi beaucoup un public en situation de souffrance, en situation de précarité, de handicap, racisé ou qui fait partie aussi de la communauté LGBTQIA+. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les statistiques nationales d'une certaine manière. D'accord. Et vous nous disiez en préparant que c'était aussi beaucoup de primo, d'étudiants qui sont en première année parce qu'il y a quand même une grande différence effectivement entre le lycée et puis peut-être l'université, la classe prépa avec du stress par rapport aux études, on quitte son environnement familial, c'est ça, vous retrouvez aussi une majorité de primo étudiants. Primo étudiants, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous, dans nos recrutements, on ne prend pas les premières années, on attend plutôt la deuxième année pour qu'ils puissent devenir bénévoles à Nightline. Et c'est vrai que sur les lignes d'écoute, on retrouve beaucoup de personnes qui viennent d'arriver pour la première fois dans les études supérieures, qui ont quitté le foyer, qui font ce qu'on appelle du coup la décohabitation. D'accord. Donc voilà, et qui du coup arrivent dans une nouvelle ville, de nouveaux repères. C'est pas forcément évident. Il y a tout le stress académique et aussi toutes les questions d'actualité. Enfin, on est plongé dans un nouveau monde où ça peut être un peu difficile de se retrouver. Et donc pouvoir parler à un père, c'est plus qu'essentiel pour pouvoir vider son sac et prendre aussi du recul par rapport à ça. D'accord. Et alors quand on voit les motifs peut-être d'appel, là on a parlé effectivement de situations de vie particulières, de précarité. Là aussi, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est des petits sujets, des gros sujets? Je ne sais pas comment qualifier ça, mais est-ce qu'il y a... Vous arrivez à avoir un peu de statistiques aussi ou c'est difficile? Du coup, après chaque appel, nos bénévoles ils remplissent ce qu'on appelle un formulaire où on note les différentes thématiques qui ont été abordées pendant l'appel.
Et donc, une thématique qui est en première catégorie depuis des années, c'est vraiment le rapport aux autres, du coup, les relations amicales, amoureuses et familiales. Ça, c'est vraiment les thématiques qui sont le plus abordées. D'accord. Mais après, il y a des thématiques, on voit des tendances aussi au fur et à mesure, et notamment tout ce qui est question du stress et de l'anxiété, qui arrive vraiment en deuxième catégorie, avec le sentiment aussi de solitude. Ça, c'est une thématique qui est de plus en plus forte au fur et à mesure des années, tout comme après des thématiques par rapport aux actualités, ce qui se passe par exemple avec Le contexte géopolitique, Ouais. la crise climatique, ce Tout à genre de fait, ouais. choses. Ce genre de choses d'actualité où c'est difficile d'en parler à des adultes, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs les jeunes, enfin les étudiants qui nous appellent, c'est que en fait c'est plus facile d'en parler à quelqu'un avec qui on a la même âge, on vit la même chose, et il y a cette compréhension émotionnelle mutuelle. Ils disent bah en fait oui, j'en parle et tout de suite on me comprend en face, alors qu'à quelqu'un d'autre il faudrait davantage expliquer. Il y a pas, on pourrait avoir tendance à minimiser ça, chose qu'on retrouve pas en parlant avec un de ses pairs. Donc voilà, puis après il y a aussi des thématiques comme le stress face aux exigences académiques, les études. Trouver un Pour emploi peut-être, Ouais. ça revient aussi ça? Et ben, plutôt, c'est une catégorie qu'on retrouve beaucoup moins, et c'est vrai D'accord. que c'est C'est réussir à passer dans l'année ouais, supérieure ou c'est une chose ça, comme ça peut-être? exactement, ouais. OK. Et est-ce que parce qu'on a tendance à dire, oui, la santé mentale s'est beaucoup dégradée avec, la crise sanitaire, du covid et cetera. Est-ce que vous voyez les choses s'améliorer ou au contraire c'est stable ou ça s'aggrave? Quels sont vos constats? C'est vrai que la crise sanitaire, elle a mis en lumière qu'il y avait une problématique, Mmh. que ça allait mal chez les jeunes et notamment les étudiants et étudiantes. C'est ce qu'on disait depuis le début, comment dire? C'est une période, vraiment charnière et qui est comment dire? À la croisée de différentes problématiques, et en fait, c'était déjà un problème qui préexistait avant la crise sanitaire, qui a été mis en lumière et qui s'est Mmh. aggravé pendant la crise sanitaire, mais qui continue d'exister bien après la crise sanitaire, D'accord. et qu'il est important vraiment de venir travailler dessus et toujours de prendre la parole pour dire, en fait: «Oui, les étudiants vont mal, et pour différentes choses, et c'est important d'agir, c'est important de les écouter», ou autre, et on sait qu'il y a des chiffres, qui le disent, que les étudiants et étudiantes par rapport aux jeunes ou même à d'autres catégories de la population, ont davantage, de symptômes dépressifs, de problématiques d'anxiété. Il y a Mmh. des chiffres de 2021 avec, l'étude iShare, même, aussi plus récemment avec, l'université de Bordeaux qui a sorti des chiffres, qui vont dans ce sens-là, et la dernière étude récente avec l'Institut Montaigne, Mmh. Le Monde, qui est sorti, où il pointait que, un jeune sur 5 souffrait de dépression, Mmh. avec, par exemple en Guyane, un chiffre qui atteignait les 52%, donc Ouais, c'est quand ouais, même ouais. assez énorme, et effectivement, même si c'est de l'autodéclaratif, c'est quand même, il y a quand même quelque chose derrière, et c'est important de traiter ce sujet-là de la santé mentale des jeunes et notamment des étudiants et étudiantes. D'accord. Et alors, Lucas Fujard, en introduction, vous nous expliquiez que Nightline venait, d'autres pays. Ouais. Est-ce que du coup, il y a une différence entre, la situation qu'on connaît en France et ce qui est observé, dans les autres pays où Nightline est présent? Ouais, tout à fait. Nous, Nightline, on a fédéré au niveau européen, en fait, un réseau, qu'on appelle du coup Nightline Europe. C'est un réseau qui s'est développé un peu partout en Europe, et ce qu'on observe, on l'a mis en avant dans notre rapport des plaidoyers, au niveau de Mmh. Nightline Europe, c'est que en France, les questions autour du suicide, autour de la précarité, autour du mal logement, du mal-être, c'est beaucoup plus fort sur nos appels, que dans les autres Nightline. Par exemple, aujourd'hui, la thématique, du suicide en France, c'est autour des 19%, donc ce qui est quand D'accord. même pas Ouais, rien, c'est énorme. et c'est 1,5 fois plus que dans les autres Nightline européennes. Donc c'est signe qu'il y a un mal-être, chez les étudiants et étudiantes en France, et pareil sur la question de la précarité, c'est 12%, alors que les autres Nightline, c'est aux alentours des 4 à 5%. Donc il y avait un vrai sujet à ce niveau-là et des grosses différences de thématiques. Pareil sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup en France, D'accord. mais le Royaume-Uni aussi, c'est une thématique qui revient beaucoup, mais c'est pas du tout la même chose que, par exemple, en Allemagne, où le sujet du stress par rapport aux études, aux exigences académiques, qui revient beaucoup, 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 presque dans chaque appel. Par rapport à nous, en France, effectivement, c'est quelque chose qui est stable, mais c'est beaucoup plus notable, en Allemagne. Quand vous faites comme ça un plaidoyer, Nightline Europe, quels sont les retours que vous pouvez recevoir quand vous alertez comme ça? À la fois, du coup, ça alerte parce que le chiffre en France, il est quand même Mmh. assez significatif, et donc il y a un petit sursaut, à ce niveau-là sur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, en France, c'est ainsi et pas dans d'autres, Nightline?
Donc, il y a toute une partie dans notre plaidoyer où on vient travailler sur la question des déterminants, les causes possibles de qu'est-ce qui fait que déjà les jeunes vont mal au niveau européen, mais aussi en France. Et après, il y a toute une partie aussi où on fait des recommandations de plaidoyer, et là qui donne aussi un peu d'espoir sur c'est quoi la direction qu'on peut donner sur Et quelles sont les solutions, solutions possibles? ou autres possibles. Ouais. Donc notamment sur des trucs assez basiques sur en fait c'est quoi la santé mentale et comment définir le bien-être étudiant, et avoir une définition qui est commune au niveau européen. Aussi créer un observatoire de la santé mentale des jeunes ou des étudiantes au niveau européen pour pouvoir avoir aussi davantage de données et pouvoir après par la suite construire davantage de politiques publiques au niveau européen, et aussi vraiment agir sur ces différents déterminants, à la fois le logement, la question des VSS, la prévention, la promotion, l'accès aux soins aussi, parce qu'il est quand même très différent d'un pays à un autre. Donc c'est toutes ces solutions-là que vous mettez en avant. D'accord. Et alors, Lucas, on sent quand même dans ce que vous dites que la santé mentale, ça reste encore un sujet un peu difficile à aborder. Et pourquoi est-ce que c'est encore tabou, finalement, de parler de santé mentale aujourd'hui? Ouais. Pourquoi c'est encore tabou? C'est vrai que dans les discours, on entend beaucoup il faut ouvrir la parole, il faut en parler, mais c'est hyper difficile d'en parler quand la société autour elle est construite pour faire en sorte de ne pas en parler. Quand il y a encore ce tabou-là qui est très présent, tout à l'heure on parlait chez les hommes, mais c'est aussi de partout. Et là, nous, on fait un focus sur les jeunes, et je pense que c'est aussi important d'avoir un discours qui soit fédérateur, dire qu'en fait tout le monde a été touché par la crise sanitaire, tout le monde, que ce soit peu importe les âges de la vie ou autre à ce niveau-là. Et c'est très difficile d'en parler. Il y a vraiment un énorme tabou autour de la santé mentale, de dire comment ça va. D'aller vraiment... Souvent, quand, par exemple, si je vous posais la question comment ça va, oui, je vous réponds pas, non, là, ça va pas, quoi. Et du coup, c'est vraiment difficile, ça reste très superficiel, et c'est vraiment important de lever ces tabous, de déstigmatiser, faire ce travail de déstigmatisation, et aussi de normaliser le fait d'en parler, de dire je vais voir un ou une professionnelle, une psychologue, et d'en parler dans ces différents cercles, et aussi d'avoir des campagnes autour de ça avec un call to action, dire ok, c'est important de déstigmatiser, ouvrir la parole, mais comment est-ce qu'après je peux faire par la suite? Parce qu'on sait que c'est ça qui a un impact, de pouvoir dire ok, on déstigmatise, on fait de la prévention, de la sensibilisation, et qu'est-ce qu'on propose par la suite? Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en œuvre à Nightline à ce niveau-là, et de prendre la parole pour pouvoir en parler, normaliser, qu'on en entende de partout, dans tous les milieux de vie. Et c'est ce qu'on fait aussi en allant vers les étudiants et étudiantes dans la résidence Crous, au restaurant universitaire, à la fac, en amphi, dans les salles de sport. On vient, on est présent, on leur parle de santé mentale, et on normalise le fait de parler de santé mentale. Parce que le tabou en France, il est encore très présent, et c'est important d'agir dessus. Oui, et puis effectivement, vous l'avez dit aussi un petit peu, on parle souvent de santé mentale, et dans santé mentale, il y a une vision un peu négative, alors que d'ailleurs, la vraie définition, c'est en fait c'est la question du bien-être, mais là, qui n'est pas toujours perçue comme une question de santé, mais des fois comme juste une question de confort. Et donc là aussi, il y a un travail à faire, un peu pas d'éducation, mais en tout cas de sensibilisation au fait que oui, il faut viser le bien-être, c'est ça? Ouais, ce qui est intéressant, effectivement, c'est souvent dans le discours qu'on tient, c'est par exemple, si tu vas mal, c'est de ta faute, alors qu'en réalité, c'est pas du tout de sa faute, et qu'il y a un ensemble de facteurs sur lesquels on peut pas forcément agir. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est la crise écologique, le contexte géopolitique, mais aussi même au niveau politique, au niveau environnemental, socio-économique. Il y a tout plein de choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main dessus. Et nous, à Nightline, on a vraiment cette vision et cette approche biologique, psychologique et sociale. Donc il y a ces trois approches-là et ces trois facteurs-là. Et on peut venir agir sur le côté psychologique avec nos habitudes de vie ou autres, mais ça va être qu'un facteur parmi les trois autres. Donc dire si tu vas pas bien, va faire du sport, c'est un peu culpabilisant, et ça serait aussi un peu erroné de dire que ça repose que sur toi. C'est culpabilisant, et d'autant plus pour certaines personnes, par exemple, qui souffrent de dépression, leur dire va marcher 5 minutes dehors, va faire du sport. Déjà qu'elles se sentent mal et qu'elles souffrent parfois beaucoup plus du stigma que du trouble psychique en lui-même, mais de devoir lui dire va faire du sport, sors, alors elle en est incapable, c'est aussi d'une certaine manière aggraver les choses, minimiser, banaliser. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir vraiment une approche globale, holistique de la santé mentale, et d'agir à tous ces différents niveaux, et de dire ok,
si on veut dire, on a une part de responsabilité, mais il y a d'autres facteurs sur lesquels il faut jouer. C'est pour ça que nous, Nightline, on agit vraiment à ces 3 niveaux, individuel, collectif et systémique, pour pouvoir vraiment avoir cette vision globale. D'accord. Et alors, Nightline, c'est aussi une association qui interroge régulièrement ses pratiques. Vous évaluez en permanence vos impacts, ou en tout cas les actions que vous menez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce que vous menez comme travaux en interne pour savoir si ce que vous proposez, ça fonctionne, est-ce que ça répond à un besoin, etc. Ouais. Alors effectivement, du coup, à Nightline, nous, on est répartis en plusieurs compétences, l'équipe salariée. Donc, il y a un pôle recherche qui est présent et qui a du coup pour objectif d'évaluer à la fois nos dispositifs, la ligne d'écoute, le programme Sentinelle, la phase de la santé mentale. Donc, on va vraiment venir évaluer quel impact ça va avoir sur nos bénéficiaires, mais aussi sur, parce qu'on pense souvent bénéficiaires en externe, mais aussi en interne. Comme par exemple, on est venu évaluer les compétences psychosociales de nos bénévoles. Qu'est-ce que l'engagement bénévole à Nightline produit chez nos bénévoles? On se rend compte qu'ils développent des compétences émotionnelles, sociales très très importantes au fur et à mesure de leur bénévolat. Donc ça, c'est grâce au pôle recherche qu'on permet d'évaluer ça et de mettre en avant ça. Et on s'est rendu compte aussi en venant évaluer, en venant interroger les personnes qui nous appellent de qu'est-ce que produisait Nightline et quel impact ça avait. Et par exemple, il y a des chiffres qui indiquent que 72% des personnes qui nous appellent, après un appel, se sentent moins seules, se sentent mieux. Donc, c'est quand même un signe plutôt positif. Et pareil aussi, sur la question de l'impact, qui est un peu difficile à évaluer, mais on se rend compte que nous, Nightline, on n'intervient pas en substitution du soin ou autre à ce niveau-là, mais vraiment en tremplin. Et c'est ce qui est dit par la suite. Parfois, c'est des personnes qui sont déjà dans un parcours de soins qui nous appellent entre chaque séance ou alors parce qu'il y a personne qui répond à 1h du matin. Et parfois aussi, c'est des personnes qui n'ont pas de prise en charge. De prise en charge. Ouais. Et donc, c'est là où on agit vraiment en tremplin. Et il y a 52% qui disent qui ont l'intention, qui sont susceptibles d'aller voir un professionnel après un appel à Nightline. Donc, c'est des chiffres qui sont plutôt encourageants et qu'il faut venir renforcer. Et donc, nous, on vient évaluer nos dispositifs comme la ligne d'écoute, évaluer nos dispositifs ou bien la fresque. Ou alors, après, on mène aussi d'autres programmes de recherche en collaboration avec d'autres instituts. D'accord. Merci. On a une tradition dans ce podcast, dans cette émission. On demande à l'invité précédent de poser une question à l'invité suivant. Et puis, de la même manière, à vous-même, on vous demandera tout à l'heure de poser une question à notre invité d'après. Parce que ça nous paraît important aussi de croiser les disciplines. Et donc, c'est Enguerrand du Rosquat de Santé publique France qui avait une question à vous poser justement sur la recherche qu'on vient d'évoquer. Donc, on l'écoute. Alors, peut-être une question, puisque dans, on va dire, les appelants, ou en tout cas ceux qui utilisent Nightline, on a beaucoup de jeunes, par exemple de 18-24 ans. On a vu à quel point, en particulier sur ce segment de population, la santé mentale s'était détériorée. Et ce qui est très intéressant, notamment dans les appels qui peuvent être faits à des lignes d'appel, ça va être des éléments qualitatifs, par exemple. Et c'est vrai que dans les hypothèses ou la meilleure compréhension du mal-être, notamment des jeunes adultes, il y a peut-être des éléments tout à fait intéressants qui sont entendus, écoutés, par les professionnels, par exemple de Nightline. Et donc, peut-être que je pourrais lui demander s'il y a éventuellement des projets de recherche ou en tout cas de la construction de jeux de données par rapport à leur activité qui pourraient permettre d'éclairer peut-être la santé publique et en particulier la santé mentale des jeunes adultes. Nous, on a vraiment, pour projet, on a vraiment à cœur de vraiment venir évaluer nos dispositifs et aussi, on récolte beaucoup de données à la fois sur nos actions d'aller vers, on rencontre plus de 30 000 jeunes, mais aussi sur notre ligne d'écoute, sur les différents dispositifs qu'on mène. Donc tout ça, c'est de la donnée qu'on peut utiliser pour pouvoir vraiment avoir une vision sur comment vont les jeunes. Notamment, par exemple, sur notre ligne d'écoute, on se pose la question, il y a un projet qui s'appelle Appris, Présuit, et qui se pose la question et qui cherche à savoir sur comment, en fait, une relation d'aide, de soins et d'entraide se crée via la clinique numérique, donc c'est-à-dire via le chat. Donc, comment ça se passe entre un bénévole formé et une autre personne qui appelle, comment la relation se crée. Donc ça, c'est un consortium d'universités qui a été créé et qui a pour objectif du coup de venir analyser ça parce qu'aujourd'hui, on a très peu de données sur cette clinique du numérique et c'est vraiment très très récent, même s'il y a déjà des associations comme par exemple SOS Amitié qui ont un chat depuis très longtemps.
mais ça n'a pas encore aujourd'hui été analysé. Comment on peut mener au bien une relation d'aide à travers un chat. Donc D'accord. ça, c'est par exemple un premier projet, mais par exemple aussi sur un peu plus concret, on a un projet qui s'appelle le projet Veilleur et qui est en lien avec des CROUS. Donc on a formé des sentinelles, donc des sentinelles étudiantes dans le cadre de la prévention du suicide. Donc on en a formé quelques-unes dans chaque résidence étudiante et donc on vient analyser l'effet, l'impact que ça a sur l'ensemble de la résidence étudiante, en D'accord. termes de cohésion, en termes de lien, en termes d'orientation vers des professionnels, mais aussi sur des choses un peu plus hautes, sur par exemple les résultats, comment ça se passe à la fac, vraiment sur des notes, sur des critères un peu plus liés au niveau académique. Parce que la vision qu'on a, en fait, c'est effectivement les universités aujourd'hui, leur tâche primaire, c'est d'éduquer les étudiants et étudiantes, mais on sait qu'en fait la notion de bien-être, ça a un impact sur les notes, par exemple, sur comment la vie de campus, comment ça se passe. Et c'est à travers, par exemple, ce projet-là Veilleur qu'on va vraiment étudier le lien entre bien-être, comment ça se passe dans sa résidence, comment on se sent, en termes de aussi comment on se sent appartenir à une communauté, et après l'impact que ça peut avoir sur les notes, sur notre vie à la fac, et sur tout le reste à ce niveau-là. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et après, on mène d'autres projets avec d'autres universités, où là, par exemple, on va aussi venir travailler sur évaluer le dispositif Sentinelle avec tout un consortium. Là, c'est quand même assez innovant parce que c'est aussi dans une démarche communautaire aussi participatif. On va former des étudiants et étudiantes à la recherche avec des enseignants-chercheurs de différentes universités pour qu'ils puissent monter un protocole de recherche pour pouvoir analyser et évaluer aussi le dispositif Sentinelle. Donc ça s'appelle Promote. Donc ça a commencé il y a 1 an et demi et ça évolue très très bien. Et donc il y a vraiment tout l'enseignement supérieur, en tout cas des enseignants-chercheurs qui sont impliqués pour pouvoir accompagner ces jeunes dans la recherche. Et donc ça, c'est des projets de recherche, les différents projets là dont vous nous avez parlé, c'est des projets de recherche à 3 ans à peu près à chaque fois. On aura les résultats sur le site de Nightline et dans des publications scientifiques, je suppose. C'est ça ? Tout à fait, effectivement, à la fois. Alors la recherche c'est toujours compliqué parce que effectivement c'est sur un temps long. Donc voilà, mais l'objectif c'est de faire de la publication scientifique, de pouvoir le publier pour pouvoir que ça puisse être utile en fait au monde de la recherche. Et on accueille actuellement une doctorante en thèse qui fait le lien entre les habitudes, les habitudes chez les jeunes en termes de santé mentale. Qu'est-ce qu'ils vont voir, est-ce qu'ils préfèrent aller voir un médecin généraliste en fonction des territoires. Enfin, ça va vraiment être cette question-là. Donc là, ça va être publié par la suite. Donc il y a vraiment aussi cet enjeu-là et également aussi, par exemple, sur notre ligne d'écoute, on va vraiment mener aussi un travail beaucoup plus approfondi de recherche sur 3 ans aussi sur quels sont les effets, l'impact de la ligne d'écoute. Merci Lucas Fujard. On rappelle que les numéros des lignes de Nightline sont disponibles sur nightline.fr parce que c'est un numéro selon les régions d'implantation. Oui, tout à fait. On rappelle aussi peut-être le 3114, qui est le numéro de téléphone de prévention suicide. Et puis, je vais vous demander de poser votre question à Margot Secaldi, qui sera notre invitée le mois prochain. Margot est directrice de la prévention de Doctolib. Ils interviennent d'ailleurs aussi beaucoup en santé mentale, notamment au moment des examens. Est-ce que vous pouvez lui poser votre question ? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à aborder, mais si on devait en choisir qu'une, ce serait quelle fonctionnalité idéale on pourrait développer, choisir en matière de prévention en santé sur Doctolib, par exemple. D'accord, merci. On a hâte de savoir ce qu'elle nous répondra. Lucas Fujard, merci beaucoup de nous avoir parlé de Nightline et d'avoir parlé avec nous de santé mentale étudiante. Merci à vous. Bon courage pour vos projets. Merci beaucoup. On va suivre ça avec attention. Toutes les ressources qu'on a évoquées, on les retrouvera nous sur le site de la Fondation April. Et puis évidemment, beaucoup de contenus sont à retrouver sur nightline.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain pour découvrir notre conversation avec Margot Secaldi, directrice de la prévention de Doctolib. Agir pour prévenir est un podcast de la Fondation April que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes et sur notre chaîne YouTube.